Salam alaikum, chers amis, IE, avec I, E et E. Donc, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui lors de nos 7e journées des gastronomes de la région du centre. Sans tarder, c'est le symposium Janssen. Donc, on remercie la boîte Janssen de leur sponsorisation. Donc, aujourd'hui, le professeur Monier Yousfi va traiter un sujet qui est d'actualité. Et vous savez qu'actuellement l'IMIKI, c'est un domaine en perpétuel changement. Il y a plusieurs thérapeutiques qui émergent, mais également plusieurs thérapeutiques anciennes qui restent toujours d'actualité. Donc, le professeur Mounia va nous parler des thérapeutiques de la maladie de Crohn, les thérapeutiques existants et les thérapeutiques émergents. Sans tarder, je lui donne la parole. Et on ouvrira à la fin de la présentation une à deux questions à l'assistance pour essayer d'éclaircir ce sujet très intéressant. Mounia, à vous la parole. Merci professeur Abkari, c'est un plaisir encore de vous retrouver au cours de la même journée. Donc je remercie les laboratoires Janssen de nous avoir permis de discuter de ce sujet qui est passionnant et qui s'intéresse aux nouvelles biologiques, thérapeutiques disponibles pour la prise en charge de la maladie de Crohn. Donc on attend juste qu'on puisse mettre en transmission le diaporama. Donc voilà. Merci. Voilà. C'est bon? Est-ce qu'on arrive à voir le diaporama? C'est bon. Alors, très bien. Donc, on va parler des biologiques existants et émergents. Donc, quel choix dans la maladie de Crohn, puisque on va voir que le panel de thérapeutiques biologiques s'est étoffé durant les dernières années et on a la chance d'avoir énormément de possibilités de thérapeutiques chez les patients chroniens. Donc, nous rendons hommage, bien entendu, à ces deux grands messieurs, donc Monsieur Crohn et le professeur Mark Lehmann, donc qui ont rendu énormément service. Donc à cette pathologie, donc les années se sont écoulées et c'est grâce au score de M. Lehmann qu'on arrive à tracer l'histoire de la maladie de Crohn et il en découle bien entendu énormément de stratégies thérapeutiques. Et on a compris au fil des années que la maladie de Crohn, si on la laissait évoluer spontanément, elle va forcément aller vers les complications au fil des années. Et donc, le rôle du gastro-entérologue, c'est justement de casser cette courbe d'évolution de la maladie de Crohn. Et pour cela, nous avons maintenant, grâce à la meilleure connaissance de la physiopathologie de la maladie de Crohn, des outils thérapeutiques qui sont très efficaces et qui arrivent à arrêter justement cette cascade inflammatoire qui est à l'origine des lésions luminales, des lésions histologiques qui vont être à l'origine de la destruction muqueuse, etc. et des complications de la maladie de Crohn. Alors, comme je disais, le panel s'est étoffé, donc on a des molécules qui sont déjà en cours d'utilisation, donc celles que nous utilisons dans notre pratique quotidienne. Donc, le chef de file en termes de thérapeutique biologique, c'est les anti-TNF-alpha, qui maintenant font partie de nos prescriptions quotidiennes. Donc, heureusement, maintenant, on a accès de manière très facile à ces molécules, mais il persiste certaines molécules qui sont toutes nouvelles et qui nécessitent qu'on en parle afin de justement pouvoir les prescrire de manière beaucoup plus à l'aise, on va dire, pour les gastro-entérologues qui font les maladies inflammatoires. Bien sûr, il y a énormément d'autres molécules qui sont en cours d'essai cliniques, donc en phase 1, phase 2, etc. et donc qui n'ont pas encore rejoint le panel dans la réalité et au lit du malade.
Alors, et plusieurs voies thérapeutiques ont été testées, donc en termes de thérapeutique ciblée dans les maladies inflammatoires et surtout la maladie de Crohn. Alors, on a essayé d'agir sur la migration cellulaire, on a tenté aussi de cibler les anti-JAK, les molécules anti-JAK, afin de pouvoir stopper cette cascade inflammatoire. Et parmi ces molécules, on a l'anti-interleukine 12-23, dont on va parler de manière plus détaillée au cours de cet exposé. Donc voilà, alors concernant, on va s'intéresser essentiellement aux molécules qui vont agir sur les intégrines, donc ce sont des anti-intégrines et des anticytokines. Ce sont ces molécules-là qui font maintenant partie de notre arsenal thérapeutique. Alors on a les anti-alpha 4 bêta 7 qui est en fait commercialisé, c'est le vedolizumab, donc qui est sous la dénomination c'est l'antivio. Alors nous on l'a pas actuellement au Maroc. C'est un produit qui est utilisé aux États-Unis, utilisé en France. Et là encore, on va discuter un peu de l'usage du vedolizumab et sa place réelle en pratique actuellement dans l'arsenal thérapeutique de la maladie de Crohn. Alors, les plus anciens, c'est les anti-TNF. Nous avons l'habitude de les prescrire donc facilement, on les gère correctement. On a une expérience assez, on va dire, assez importante en termes d'anti-inflammatoire, d'anti-TNF-alpha dans notre pratique. Donc, c'est l'infliximab, l'adalimumab. Alors, la place du golimumab dans la maladie de Crohn, donc on est bien d'accord sur le fait que pratiquement pas de place. On va dire que les seuls anti-TNF-alpha qui sont vraiment efficaces et qui sont maintenant, qui ont la même pour être utilisés pour la maladie de Crohn, c'est l'infliximab et l'adalimumab. Infliximab en tant que molécule princeps, mais aussi en tant que biosimilaire. On va en parler. Et il y a aussi l'anti-interleukine 12-23. Donc, c'est le dernier né, on va dire, en termes de thérapie ciblée dans la maladie de Crohn. Donc, il s'agit de l'ustekinumab qui est commercialisé sous le nom de Stellar. Alors, devant cet arsenal thérapeutique qui est assez riche, on va dire, il faut dire que il y a quelques années, on avait uniquement les corticoïdes, on avait les immunosuppresseurs, la mésalazine, etc. Mais bon, là maintenant que le panel s'est enrichi, alors comment il faut choisir? Quels sont les critères que le praticien devrait mettre devant lui afin de choisir le meilleur traitement pour le meilleur patient au bon moment? Parce que il faut aussi parler du fait qu'on essaye d'arrêter un peu cette évolution naturelle de la maladie de Crohn pour ne pas qu'elle évolue vers les complications. Et donc, on prend en considération pas mal de critères. Alors, les facteurs de gravité, la topographie de la maladie, le phénotype, est-ce que c'est un phénotype qui est pénétrant ou un phénotype qui est plutôt luminal sans qu'il y ait de complications de sténose ou bien de fistule. Il y a aussi, est-ce que c'est un patient jeune? Est-ce que c'est un patient qui est âgé? Est-ce que c'est un patient qui a déjà été opéré ou pas? Et donc, tous ces critères-là vont intervenir. Mais aussi, il y a le critère coût qui va se voir maintenant, vu qu'on a pas mal de choix. Donc, le critère coût aussi, il est inclus dans notre choix. Et il y a aussi le fait, est-ce que c'est un patient qui va préférer une voie sous-cutanée ou bien une perfusion? Est-ce que c'est un patient qui peut se déplacer en hôpital de jour pour faire des perfusions qui vont durer un certain temps? Ou bien c'est un malade qui va préférer la voie sous-cutanée? Alors il faut, afin de faire le meilleur choix pour le patient, il faut d'abord tracer des objectifs thérapeutiques. Alors, nous, en tant que praticiens, notre objectif, c'est arriver à une cicatrisation muqueuse, arriver à ce qu'on appelle une rémission profonde. Alors cette rémission profonde, c'est le rêve de tous les mykistes. Donc ça, c'est l'objectif, c'est vraiment le rêve ultime, c'est ce qu'on espère avoir. Mais est-ce qu'on arrive réellement à réaliser cet objectif ou pas? Donc là, c'est une autre discussion, mais de toutes les manières, c'est l'objectif qu'il faut se tracer donc au bout de cette relation avec le patient. Alors on commencera bien entendu par l'amélioration des symptômes et la rémission clinique. C'est ce que le malade veut en premier et c'est ce qui va le rassurer. Et puis par la suite,
limite, nous, on va pousser la barre un peu plus loin parce qu'on sait très bien que si on n'obtient pas une cicatrisation muqueuse et une cicatrisation histologique, une rémission histologique, eh bien, la maladie, elle reste active et on a un risque de récidive et de poussées qui vont être récurrentes. Alors le patient, lui, ce qu'il cherche, c'est une qualité de vie qui est correcte, c'est-à-dire sans symptômes, pouvoir vivre normalement. Donc ça, c'est ce que veut le patient. Et donc finalement, c'est pas du tout discordant, hein, ça se rejoint, parce que lorsque le patient va être zéro symptôme, qualité de vie correcte, etc., ben, ça veut dire tout simplement que la maladie, elle est inactive et qu'elle est contrôlée, d'accord? Bien entendu, le praticien va pousser les choses plus loin pour avoir un contrôle, si on veut, à 95% avec une rémission profonde. Et il faut bien entendu mettre le patient dans cette discussion. Il faut qu'il soit avisé, informé et au courant et qu'il soit partisan de cette stratégie que vous choisissez d'aller vers la rémission profonde, afin qu'il puisse bien entendu être observant et adhérer au traitement. Alors, comment réaliser ces objectifs? Alors, ces objectifs vont se réaliser grâce à un certain nombre de thérapeutiques biologiques. Alors, on va commencer par le chef de file, qui sont les anti-TNF-alpha. Donc, c'est les plus anciens et ils ont tout simplement prouvé leur efficacité dans la mise en rémission de la maladie de Crohn à travers énormément de cohortes et d'études phase 3. Alors maintenant, la question, est-ce que l'efficacité de ces anti-TNF, est-ce qu'elle est comparable? Est-ce que tous les anti-TNF-alpha dont nous disposons sont tous efficaces de la même manière en cas de maladie de Crohn et pour l'obtention de la rémission des patients qui ont une maladie de Crohn? Alors, ce travail montre tout simplement qu'en termes, là vous avez les colonnants jaunes, c'est le placebo, donc c'est le placebo, et là vous avez l'infliximab en bleu foncé, l'adalimumab en bleu clair, et en orange vous avez le certolizumab. Alors le certolizumab n'a pas été commercialisé au Maroc, donc nous on va parler uniquement de l'infliximab et de l'adalimumab. Alors, pour ces deux produits, donc vous voyez que en termes de rémission clinique, on obtient à peu près les mêmes taux de rémission clinique, donc on peut dire que les deux sont équivalents. Maintenant, vous savez très bien que, comme on a dit, la maladie de Crohn a des phénotypes qui sont très différents. Donc, si on parle là, on est en train de parler de la maladie de Crohn luminale, uniquement la maladie de Crohn luminale. Donc, en termes de maladie de Crohn luminale, on est efficace de la même manière que ce soit avec l'adalimumab ou l'infliximab. Donc, ils sont comparables. Alors maintenant, on sait très bien qu'on les a utilisés pendant des années. On a un recul maintenant dans les différents centres qui font les MICI. Et donc, on se rend compte qu'on est arrivé au stade d'échec. Hein. Il y a des échecs, soit des échecs, bien sûr, on va parler des échecs secondaires, à des pertes de réponse secondaires aux anti-TNF. Alors là, on a la possibilité de voir a posteriori que nos patients, ils perdent la réponse après un certain temps. Alors concernant la perte de réponse secondaire, c'est ce qui nous intéresse parce que l'échec primaire, en fait, on va passer à une autre classe, donc ça nous dérange pas, ça nous dérangeait avant quand on n'avait pas la possibilité de passer à une autre classe thérapeutique et de switcher. Par contre là, l'échec secondaire, c'est ce qui va nous causer donc un problème parce que c'est un patient qui va dans 71% des cas, il y aura une perte de réponse aux anti-TNF-alpha et la cause principale, c'est l'apparition d'anticorps. C'est pour cela qu'il est recommandé d'associer en combothérapie pendant au moins 6 mois un immunosuppresseur lorsque vous mettez votre patient sous anti-TNF-alpha, que ce soit pour l'infliximab ou pour l'adalimumab. Donc au début on disait pour l'adalimumab non, il n'y a pas c'est pas immunogène, etc. Mais il s'est avéré que les anticorps finissent par apparaître si on ne met pas un immunosuppresseur en association avec l'anti-TNF-alpha. Alors, mis à part cette histoire d'apparition d'anticorps et de perte de réponse, avec les anti-TNF-alpha, on a des effets secondaires qui sont parfois gênants.
vraiment gênants. Alors, que ce soit des effets d'hypersensibilité qui vont apparaître dès le départ, la première, deuxième perfusion, et là, c'est vraiment, ils compromettent parfois le pronostic vital du patient, donc il faut être alarmé et prendre en charge le patient de manière à prévenir autant que possible dans ces réactions d'hypersensibilité. Il y a aussi les complications infectieuses qui restent fréquentes avec les anti-TNF-alpha et aussi surtout le risque d'apparition d'une tuberculose donc, chez ces patients. Donc il faut les surveiller de manière très étroite. Et il y a également des lésions dermatologiques qui peuvent être gênantes, le syndrome main-pied. Donc on a eu un patient sous anti-TNF depuis plusieurs mois dans notre série et qui a fini par faire un syndrome main-pied avec des lésions, donc des rougeurs, avec œdème, avec une sorte de pelure. Donc il perdait des croûtes donc cutanées. Donc il y avait des décollements cutanés avec par la suite une sorte de croûte qui s'est formée sur les mains. Et le problème, c'est que ça se répétait à chaque perfusion d'infliximab. Donc ce genre d'effet secondaire, il peut faire arrêter le traitement finalement, parce que le patient soit qu'il ne va pas tolérer, soit que vous allez poser l'indication de changer de classe thérapeutique, et d'où l'intérêt la chance qu'on a, c'est qu'il y a un enrichissement de ce panel thérapeutique, et donc on a maintenant une issue supplémentaire aux anti-TNF. Alors, lorsqu'on parle des anti-TNF, on doit obligatoirement parler des biosimilaires des anti-TNF. Alors, est-ce que les biosimilaires font autant que l'infliximab, aussi bien que l'infliximab princeps? Eh bien, il y a deux études qui se sont intéressées à cette histoire-là. Donc, parmi d'autres, bien entendu, mais je vais vous parler uniquement de ces deux-là. Il y a la Northwich Study, qui est une étude norvégienne. Et donc, dans cette étude-là, il y a quand même 408 patients qui ont été inclus dans 155 maladies de Crohn. Alors, l'objectif était de voir un peu le taux d'aggravation des patients chez qui on est passé d'un infliximab princeps vers un biosimilaire et de voir est-ce qu'il y a une aggravation de ces patients-là. Alors, de la maladie, bien entendu. Alors, et il s'est avéré que pour la maladie de Crohn, en tout cas, il n'y avait pas de problème donc d'aggravation chez ces patients. Et la conclusion était que il n'y a pas d'infériorité du biosimilaire par rapport à la molécule princeps. Alors, donc il y a une étude italienne qui s'est intéressée à la tolérance de ces biosimilaires. Est-ce qu'il y a des effets secondaires qui sont supplémentaires? C'est vrai que lorsqu'on a commencé à utiliser les biosimilaires en pratique, on s'est posé la question, est-ce qu'il y a des effets secondaires? Les patients parfois... Et le fait de changer, de passer au biosimilaire, le patient, il nous disait, voilà, j'ai des symptômes, des douleurs abdominales, j'ai un rash cutané, etc. Et donc nous, on s'est un peu amusé aussi à surveiller ces effets secondaires lorsqu'on était en phase de transition. Et là, en fait, les données de cette étude italienne sont très rassurantes puisque ils disent qu'il n'y a pas plus d'effets secondaires par rapport à la molécule princeps. Alors l'avantage du biosimilaire de l'anti-TNF, c'est tout simplement l'avantage de prix et ça ne peut être que quelque chose de souhaitable puisque ça nous a permis de mettre pas mal de patients sous anti-TNF, surtout les patients qui n'ont pas de remboursement, de prise en charge, etc. Et donc, si on veut conclure concernant les anti-TNF et les biosimilaires, c'est qu'il n'y a pas d'infériorité, absolument pas, donc l'efficacité est tout à fait comparable. Et sinon, concernant les critères d'effets secondaires, par exemple l'immunogénicité, c'est exactement pareil, donc il n'y a pas de différence. Alors, on va parler maintenant d'une autre classe thérapeutique, donc c'est l'anti-alpha 4 bêta 7 qui est le vedolizumab, donc le vedolizumab qui n'existe pas au Maroc, mais j'ai jugé nécessaire de vous en parler aujourd'hui parce que en fait, il y a une discussion autour du vedolizumab en termes de thérapie ciblée dans la maladie de Crohn. Bien entendu, il a été validé sans discussion grâce aux essais Gemini 1 et Gemini 2. Donc la rémission, il est supérieur au placebo, donc la rémission clinique est obtenue grâce au vedolizumab en termes de maladie de Crohn. Bien sûr, la maladie de Crohn en échec aux anti-TNF-alpha, donc c'est un traitement de troisième ligne
le vedolizumab. Donc après les thérapeutiques conventionnelles, donc c'est-à-dire la corticothérapie et les immunosuppresseurs, donc il vient en troisième ligne, donc après échec d'un anti-TNF ou intolérance à un anti-TNF-alpha. Et donc le vedolizumab, il a été validé, donc il permet de maintenir la rémission clinique chez les patients qui ont une maladie de Crohn. Alors que ce soit donc à un intervalle de 4 semaines ou à un intervalle de 8 semaines, il n'y a pas de différence, donc c'est vraiment comparable, que ce soit en rémission clinique ou bien en épargne cortisonique, c'est-à-dire rémission sans corticoïdes. Donc on arrive à obtenir vraiment des résultats qui sont similaires. Donc on ne discute absolument pas l'efficacité du vedolizumab, mais par contre, oui, même à long terme, l'efficacité, elle est là, donc c'est quelque chose, c'est un produit qui reste efficace, d'autant plus si vous avez des patients qui sont naïfs aux anti-TNF, c'est-à-dire des patients qui n'ont pas été mis sous anti-TNF. Donc là, sur ce tracé, vous voyez les patients là, au-dessus, c'est les patients qui sont naïfs aux anti-TNF. Les patients qui sont déjà en échec à un anti-TNF, eh bien, le taux de rémission clinique, il est inférieur à ceux qui sont naïfs. Alors, malgré toutes ces données-là, alors, le vedolizumab, il a l'AMM bien entendu en Europe et aux États-Unis, mais le problème qui s'est posé avec le vedolizumab, c'est qu'il a été jugé trop cher par rapport à l'efficacité qui est obtenue. Étant donné la présence d'autres molécules dans le panel thérapeutique et qui peuvent faire autant que le vedolizumab et moins cher ou bien à peu près. Donc c'est une question de coût. Donc en France, il y a une discussion actuellement qui est des négociations qui ont fait des discussions, etc. avec l'HAS afin de voir un peu le statut du vedolizumab. Nous au Maroc, le vedolizumab, on est d'accord, il n'existe pas. Alors, que faut-il faire ou que peut-on faire en cas de perte de réponse aux anti-TNF-alpha? Alors, la perte de réponse, elle est très fréquente, donc elle est on finit par avoir une perte de réponse secondaire à partir autour de 20 à 40%, donc avec l'évolution chez les patients. Tout anti-TNF-alpha confondu, donc la perte de réponse, même si vous associez un immunosuppresseur, avec l'évolution, vous allez finir par avoir une perte de réponse. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on faisait il y a quelques mois de cela? Donc, on changeait d'anti-TNF. Lorsqu'on avait un échec de l'adalimumab, on switchait vers l'infliximab et vice-versa. Et des fois, on retentait une autre fois, par exemple, on commence ADA, puis infliximab, puis on revient vers ADA, parce qu'on n'avait pas d'autres alternatives thérapeutiques. C'était uniquement les seules options qui se prêtaient à nous. Alors, depuis quelques mois, on a une alternative thérapeutique, une nouvelle alternative thérapeutique, qui est l'ustekinumab, donc c'est l'interleukine 12-23, donc qui est introduit au Maroc depuis une année, je pense, une année de cela. Et on arrivait aussi à l'avoir en ATU bien avant ça. Et donc, ça nous a permis d'ouvrir une sorte d'issue, parce qu'on avait des patients qui étaient vraiment face au mur, on était vraiment face au mur avec certains patients, et le fait d'avoir cette alternative, ça nous a permis de proposer ce traitement à nos patients. Donc le Stelara, le produit est commercialisé sous le nom Stelara, et donc la dose, elle dépend du poids. Donc d'abord on va commencer par des perfusions intraveineuses, c'est la première dose qu'on va introduire, la dose d'induction donc chez le patient, et puis par la suite ça va être la voie sous-cutanée. Alors, espacé soit de 8 semaines, soit de 12 semaines. Donc, c'est le praticien qui va juger en fonction de la sévérité de la maladie, en fonction du cas du patient. Donc, les deux situations restent à discuter avec le praticien. Alors, la dose qu'on va administrer en dose de charge, elle est à peu près de 6 mg par kilo en perfusion intraveineuse. Et puis, par la suite, ça sera 90 mg en sous-cutané. Donc, que le patient pourra s'injecter lui-même ou bien... Vous pouvez bien sûr, s'il y a une éducation thérapeutique correcte et le patient est observant et il peut le faire, il est capable de s'injecter le produit lui-même. Donc c'est une facilité qu'offre cette alternative thérapeutique. Maintenant, qu'en est-il des résultats sur la rémission clinique, l'efficacité de l'ustekinumab? Alors, il se trouve que
que ce soit, donc voilà, donc là on est en train de voir la rémission, que ce soit en termes de réponse clinique ou de corticoïdes, donc d'arrêt de corticothérapie, ou bien de rémission clinique, alors l'ustekinumab, il donne des résultats qui sont satisfaisants, donc que ce soit donc sur un suivi de 52 semaines, donc vous voyez que les résultats sont satisfaisants en termes de réponse clinique. Maintenant, la rémission clinique un peu moins, mais avec la suite des autres études qui ont validé l'ustekinumab, donc on va voir qu'on a une rémission qui est prolongée jusqu'à 5 ans chez certains patients, chez une proportion assez importante de patients. Alors maintenant, en pratique, lorsqu'on demande la CRP, la calprotectine fécale, qui sont nos marqueurs biologiques de réponse de la maladie, alors qu'est-ce qu'on trouve? Donc on trouve que chez les patients qui sont naïfs, alors la courbe en noir en dessous, donc vous avez une baisse de la CRP beaucoup plus importante que chez les patients qui étaient en échec à un anti-TNF avant l'ustekinumab. Alors pareil pour la calprotectine fécale, donc on a une baisse de la calprotectine fécale, mais chez les patients qui sont naïfs, on a une baisse qui est beaucoup plus importante que chez ceux qui sont en échec d'une biothérapie un anti-TNF. Lorsqu'on a essayé de voir un peu si on pouvait optimiser la réponse clinique des patients grâce à une stratégie T2T, donc Treat to Target, alors on s'est rendu compte que cette démarche-là, par rapport bien sûr à une démarche qui est classique, qui va dépendre plus de la réponse clinique du patient, des paramètres cliniques, etc., des scores cliniques, c'est-à-dire attendre qu'il y ait un symptôme avant de rediscuter la stratégie thérapeutique, eh bien on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de différence en termes de réponse clinique ou de rémission clinique. Donc, que ce soit en T2T ou que ce soit en stratégie classique, l'efficacité ou le résultat, il n'y a pas de différence significative entre les résultats qu'on a obtenus. Voilà, donc c'est la même chose. Ça c'est en termes, voilà, en rémission clinique, donc c'est pareil, c'est la même chose. Donc en termes de rémission endoscopique maintenant, alors les patients qui ont été inclus dans cette même étude, alors on a constaté que les patients qui étaient naïfs au biologique, les patients qui étaient naïfs au biologique, lorsqu'on utilisait une stratégie qui était T2T, donc on arrivait à avoir un résultat meilleur sur le plan endoscopique. Donc avec la stratégie T2T, donc vous êtes c'est-à-dire beaucoup plus précis en termes de réponse endoscopique. Donc on a beaucoup plus de finesse dans cette stratégie-là. Donc sur le plan symptômes cliniques, c'est vrai qu'on a une rémission pareil, mais maintenant, lorsqu'on est beaucoup plus interventionniste, on est beaucoup plus efficace lorsqu'on cherche une rémission profonde ou lorsqu'on cherche une rémission histologique. Donc pareil pour le suivi à 5 ans. Donc qu'en est-il du suivi à 5 ans? Alors il se trouve que grâce à l'ustekinumab, donc les patients qui ont été traités dans cette cohorte, donc on a réussi à avoir une épargne en corticoïdes qui a duré pendant toutes ces 5 ans. Donc on a prolongé jusqu'à 5 ans l'épargne en corticoïdes, donc chez un pourcentage qui est assez important de patients. Donc vous voyez, donc on est à 85% à peu près, donc pour les deux groupes, que ce soit les patients qu'on a traités toutes les 8 semaines ou ceux qu'on a traités toutes les 12 semaines. Alors maintenant, qu'en est-il des effets secondaires de l'ustekinumab, donc comparé aux autres biologiques, notamment ici on a l'infliximab et l'ustekinumab. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de différence. L'ustekinumab ne provoque pas d'effets secondaires supérieurs aux anti-TNF. Au contraire, en termes d'infection grave, il se trouve que l'ustekinumab c'est-à-dire les effets infectieux graves, ils étaient minimes par rapport aux autres biologiques, notamment l'infliximab. Donc, il y a une certaine sécurité à utiliser donc ce produit, tout en bien entendu ayant une surveillance qui est assez serrée.
Alors maintenant, on a parlé de la perte de réponse des anti-TNF qui est secondaire à l'apparition d'anticorps. Donc il y a une immunogénicité de ces anti-TNF. Alors qu'en est-il de l'ustekinumab par rapport aux autres? Alors l'ustekinumab, vous voyez que là vous avez le biosimilaire de l'infliximab, l'adalimumab, et concernant le Stelara ou l'ustekinumab, on est à 4,8% seulement d'immunogénicité. Maintenant, il faut peut-être attendre quelques années de plus pour voir dans les séries qui vont venir ce qu'il en est réellement. Mais apparemment, c'est un produit qui provoque très peu l'apparition très peu l'apparition d'anticorps. Alors maintenant, ce qui est recommandé pour le Stelara ou l'ustekinumab, c'est qu'on peut le prescrire chez tous les patients qui ont une maladie de Crohn, soit en échec primaire ou échec secondaire à une thérapie par anti-TNF alpha. Alors, qu'en est-il pour les lésions anopérinéales? Est-ce que on peut utiliser ces thérapeutiques biologiques pour un phénotype assez particulier de la maladie de Crohn, qui est celui des lésions anopérinéales? Alors, vous voyez que l'infliximab, donc on l'a utilisé dans notre pratique. Alors, il se trouve qu'on arrive à avoir la cicatrisation de certaines lésions, mais vraiment, le pourcentage est vraiment faible, donc ça ne dépasse pas les 20%, avec un taux de récidive qui est assez important dans les mois qui suivent, chez les patients. Alors, il y a l'étude BioLab. L'étude BioLab qui a testé l'efficacité de l'ustekinumab chez les patients qui ont des lésions anopérinéales, donc actives. Alors 148 patients donc, ont été inclus pour la maladie active et 59 patients pour les lésions anopérinéales inactives. La maladie de Crohn était ancienne d'à peu près 14 ans en moyenne et il y avait au moins 2% des patients de chirurgie donc antérieure de la LAP. Alors on a mis ces patients sous ustekinumab avec un suivi qui a duré 66 semaines. Alors, il faut savoir que cette étude BioLab, elle a permis tout simplement de conclure à une efficacité qui est à peu près de 35,7% de l'ustekinumab dans la prise en charge de ces patients. Alors, il y a une étude qui est en cours, qui est terminée, c'est l'étude USTAP du GTED. Alors, cette étude est en cours d'analyse et on aura probablement les résultats lors de l'ECHO 2021, on l'espère, afin de pouvoir justement donner des chiffres et des critères beaucoup plus valables, on va dire, pour le traitement des LAP par l'ustekinumab. Alors, si on veut résumer un peu comment gérer les anti-TNF-alpha, les biologiques de manière générale, cet arsenal thérapeutique dont on dispose. Alors, je vous retransmets ce schéma que vous connaissez très bien, cet algorithme qui a été proposé par la Société nationale française de gastroentérologie. Donc, bien sûr, avec le GTED et les gens qui travaillent sur les MICI donc en Europe. Alors, après l'échec des thérapeutiques conventionnelles, notamment la corticothérapie, le budesonide, on peut passer bien sûr aux immunosuppresseurs, les anti-TNF-alpha, et puis par la suite, on peut switcher d'un anti-TNF-alpha vers un autre, et la troisième ligne thérapeutique va se baser essentiellement sur les nouvelles thérapeutiques, notamment l'ustekinumab, le vedolizumab, dans les pays qui peuvent se permettre ce produit. Et bien entendu, il se peut même qu'en troisième ligne thérapeutique, on ait à optimiser simplement un anti-TNF-alpha ou bien à revenir vers un anti-TNF-alpha. Donc, en résumé, comment résumer la stratégie thérapeutique avec ces biologiques? Alors, la première ligne, en termes de thérapeutique biologique, c'est l'infliximab ou l'adalimumab, c'est les anti-TNF-alpha. Alors, c'est le chef de file. Donc, en cas d'échec
de ces thérapeutiques-là, alors on peut revenir en deuxième ligne, c'est-à-dire switcher d'anti-TNF. Si on a commencé par l'infliximab, on passe à l'adalimumab. Si on a fait le contraire, eh bien ça va être vice-versa. La troisième ligne thérapeutique, le vedolizumab, mais au Maroc, on n'en dispose pas. Et donc, notre troisième ligne thérapeutique au Maroc, c'est l'ustekinumab ou le Stelara, l'interleukine 12-23. Alors, ça reste, en termes de coût, beaucoup plus élevé que l'anti-TNF alpha. C'est à peu près la Rolls-Royce des biologiques voilà, donc au Maroc et même dans d'autres pays. Mais c'est une alternative thérapeutique qui nous a ouvert vraiment une opportunité pour énormément de patients qui étaient vraiment face au mur. Notre expérience au CHU Hassan II, elle est vraiment très très petite. On a une seule patiente sous ustekinumab, mais cette patiente-là, elle a vraiment franchi un pas qui est, on est très content de voir son évolution parce qu'elle avait des lésions anopérinéales vraiment délabrantes. On avait tout testé en termes d'anti-TNF alpha et puis finalement à l'arrivée de l'ustekinumab, donc cette patiente, elle arrive, et il y a une lueur d'espoir, on est en train de voir une évolution positive. Ça ne veut pas dire que je ne confirme absolument pas le rôle de l'efficacité dans les labs. On est bien d'accord qu'il faut attendre les études du GTED qui vont nous dicter la conduite à tenir dans cette situation-là. Mais en tout cas, c'est une alternative thérapeutique qui est là. Il faut savoir la saisir, le moment opportun et le bon usage, bien entendu, on est d'accord sur ça. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci, professeur Liusui, de cette excellente présentation sur les traitements biologiques existants et émergents dans le maladie de Crohn. Bien sûr, en attendant les questions de l'assistance et les questions de chat, j'ouvre le bal par quelques, pas des questions, mais plutôt des remarques et des ajouts. Donc, concernant les biosimilaires, le problème qui se posait initialement, c'est le switch. C'est passer d'un infliximab original vers un biosimilaire. Effectivement, il n'y a pas de gros incidents et l'efficacité est à peu près la même. Mais le problème qui s'est posé au moins dans notre CHU, je pense que c'est le même cas dans les autres CHU et même dans les autres pays du monde, c'est le switch, le re-switch, le switch, le re-switch. C'est-à-dire en fonction de l'appel d'offres, en fonction des médicaments qui arrivent au niveau de l'hôpital. Une année, nous avons la molécule originale, l'autre année, nous avons le biosimilaire, l'année d'après, nous avons l'original. Donc, est-ce que ça risque pas de poser des problèmes en matière d'immunosécité et en matière d'efficacité? Oui, je vous remercie, professeur Abqari, pour cette remarque. Elle est effectivement très pertinente parce que on s'est retrouvé obligé à un certain moment de switcher, alors aller vers le biosimilaire. Et c'est vrai qu'en fonction des années, des fois on nous dit non, c'est le Princeps cette année, puis l'année prochaine ça va être le biosimilaire. Et donc finalement, peut-être que l'arrivée du biosimilaire a fait baisser le prix du Princeps et du coup on est un peu perdu. Donc finalement cet avantage du biosimilaire qui est le prix, il reste voilà. Donc effectivement, lorsqu'on a commencé à switcher, d'ailleurs rappelez-vous dans le service, on était en train de mener, on avait le registre des patients sous anti-TNF alpha et à un certain moment on se posait la question, est-ce qu'on est toujours déjà en termes de crédibilité des critères, est-ce qu'on est sur les mêmes critères ou pas? Mais je pense que ce que je vous ai présenté est réconfortant. D'ailleurs, je me suis intéressée à ça parce que c'est des choses de la vraie vie, de notre quotidien. Je pense qu'on peut être rassuré en termes de non-infériorité déjà. Pour les effets secondaires, vous avez vu, donc il n'y a pas de problème. Et je pense qu'on peut prescrire facilement, switcher autant que possible, tant qu'on est sur le même, on va dire que c'est la même chose, anti-TNF Princeps ou anti-TNF biosimilaire. Deuxième remarque qui vient également du professeur Saïd, c'est qu'actuellement, lorsqu'on veut prescrire un anti-TNF infliximab, on n'a presque plus le choix. On doit prescrire le biosimilaire. Parce que la plupart des mutuelles ne remboursent que le biosimilaire. Donc on n'a plus le choix de choisir entre tel ou tel laboratoire. Donc on est obligé, sauf si le patient veut payer la différence de sa propre poche. Donc actuellement, nous sommes confrontés au fait que le biosimilaire s'est imposé par force. Je pense que la différence n'est plus importante.
C'est pas la peine de rentrer dans les détails, mais je pense que la différence n'est plus importante. Et puis, ça dépend de la relation médecin-malade. Est-ce que votre patient va vous faire confiance? L'essentiel, c'est qu'il puisse être observant et vous faciliter faciliter à lui la tâche. C'est-à-dire, si vous voyez que votre patient ne peut pas se permettre le princeps, eh bien, c'est même pas la peine de discuter avec lui, de lui poser le fait de le mettre dans le choix. Si vous lui dites ce produit est plus cher que celui-là, mais c'est la même chose, alors il y a une confusion qui se crée dans la tête du patient. D'emblée, s'il n'a pas de possibilité, vous allez opter pour le produit le moins cher, celui qui est remboursé, etc. Mais désolé, Mounia, la plupart des patients, sinon tous les patients actuellement qui sont mutualistes, que ce soit Knopp, CNSS ou autre assurance, ils viennent déjà renseigner sur les prix qu'il existe de produits. L'un est biosimilaire, il est remboursable à juste prix. L'autre, il faut payer la différence. Des remarques dans la salle? Des questions? Moi, j'ai des petites questions concernant le Stellara. Pour ce qui est d'abord du protocole de perfusion, est-ce que c'est le même que l'infliximab, c'est-à-dire sur 2 heures? Est-ce qu'on a besoin d'une prémédication, sachant que, d'après ce que vous avez montré, il est moins immunogène que les autres biothérapies? Troisième question concernant, donc il faut une évaluation, il faut statuer à S16. S16, donc comment faire cette évaluation? Est-ce qu'elle est purement biologique, morphologique, endoscopique? Et troisième question, concernant les malades qui ont une charge inflammatoire très importante, c'est-à-dire les facteurs prédictifs d'échec des anti-TNF, que ce soit la charge inflammatoire et la dénutrition, est-ce que c'est également valable pour le Stellara? D'accord, alors concernant la perfusion, la prémédication n'est pas systématique, on n'est pas obligé de faire une prémédication, mais on garde les mêmes précautions que pour tout produit qu'on va injecter, c'est-à-dire il faut avoir à portée de main voilà, un chariot de réanimation. Voilà. Mais il n'y a pas de nécessité. L'avantage avec le Stellara, c'est qu'on a une seule perfusion intraveineuse, le reste c'est du sous-cutané. Donc on a cette perfusion qui va durer 1 heure, voilà, donc rapidement. En général, ça se passe comme ça. Et puis, la deuxième question, c'était les 16 semaines. Oui, effectivement, on évalue à 16 semaines. On évalue comme pour les anti-TNF, c'est la même manière. Donc, c'est clinique, les scores cliniques, les scores biologiques, la CRP, la calprotectine fécale et l'endoscopie, bien entendu. Il faut faire un look endoscopique. Idéalement, c'est la faire, oui, au bout de 16 semaines, il faut faire une endoscopie. La troisième question, c'était? Est-ce que ça... Ah oui, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une perte de produits comme pour les anti-TNF? S'il y a une inflammation importante avec un délabrement muqueux, etc. L'hypoalbuminémie, oui, c'est un facteur qui va réduire l'efficacité du produit. Oui. J'ai une question, cher maître, et c'est une situation qui nous pose problème. C'est des patients qui ont eu un passé de traitement, des standards vers les biothérapies, et qui ont atterri finalement en chirurgie. Donc on a fait la résection, on a blanchi. La question qu'on se pose toujours, faut-il revenir en post, bien sûr, vers un anti-TNF, le même finalement qui a abouti à un échec, c'est-à-dire on a utilisé l'infliximab, est-ce qu'on le reprend en post-opératoire? Ou faut-il aller vers un palier supérieur, notamment l'ustekinumab, en sachant qu'il y a un coût, il y a un prix derrière? Donc, est-ce qu'il y a des éléments dans la littérature de réponse? Alors, dans la littérature, oui, mais je vais vous raconter notre expérience. Hein. C'est que quand on a un patient, tout dépend de l'observance. Est-ce que cet anti-TNF était pris de manière correcte ou pas? Est-ce qu'on n'a pas fait tu sais très bien que maintenant, avec le système RAMED, on arrive à mettre les malades sous anti-TNF, mais le malheur, c'est que des fois, on n'arrive pas à avoir le produit à l'hôpital. Donc, c'est des choses de la vraie vie. Je ne vais pas parler du patient qui a les moyens, qui vient avec son produit toutes les 8 semaines, etc. Donc, un patient standard, lambda, X, qui vient vous voir à l'hôpital, la réalité, c'est ça. C'est qu'il faut toujours réévaluer la prise réelle, l'observance de ce traitement. Si vous rendez compte et vous jugez que l'anti-TNF n'était pas pris correctement, eh bien oui. Et bien entendu, vous avez l'infliximabémie à doser ou l'adalimumabémie, vous avez les anticorps qu'il faut. C'est-à-dire il y a le monitoring qu'il faut faire pour voir est-ce que c'est un malade qui était
en sous-dosage, ou bien c'est un vrai échec, ou bien c'est il a des anticorps qui ont fait qu'il y a un échec de l'anti-TNF. Mais c'est vrai qu'on a eu tendance à revenir vers un infliximab alors qu'il a échoué parce qu'on a jugé. Et on a eu des patients chez qui on a récupéré. Parce qu'après la chirurgie, vous avez blanchi une partie, un segment de l'intestin qui était très pathologique. Pardon ? Tu peux revenir même à un immunosuppresseur, c'est ça. Donc tu as changé l'histoire de la maladie. Ta maladie de Crohn n'est plus la même. Tu es devant un autre malade. Donc tu le réévalues bien sûr avec le Rutgers, etc. Voilà, mais puis tu juges. Je reviens au Stelara. Donc le Stelara actuellement c'est la vedette, c'est le dernier médicament au Maroc. Donc la grande question, bien sûr, pour laquelle il a eu son AMM, c'est les malades qui sont en échec du traitement conventionnel et avec les anti-TNF. Ça, c'est l'AMM au Maroc. Ma question sur le plan scientifique, d'ailleurs, lorsque je l'ai posée à des confrères en Europe, quelle est sa place en première intention, comme traitement de première ligne? Chez les patients naïfs. Chez les patients naïfs d'anti-TNF, oui. C'est une question. Oui. Alors, chez les patients naïfs, il est efficace. Il y a des essais qui ont validé, mais il n'y a pas l'AMM. On est d'accord. Il n'a pas l'AMM chez les patients naïfs. L'ustekinumab n'a pas encore l'AMM chez les patients naïfs. On le laisse en deuxième ligne, en troisième ligne, mais ce n'est pas en première intention. Sauf s'il y a une intolérance aux anti-TNF ou bien une contre-indication aux anti-TNF. C'est le cas des tumeurs solides, par exemple. Alors, les tumeurs solides, on sait que c'est contre-indiqué, l'anti-TNF est contre-indiqué. Alors, maintenant, l'ustekinumab, bon... J'ai posé la question au professeur Edouard Louis la dernière fois. C'est la Belgique, l'État de la Belgique avait mis à disposition des méquistes un gros lot d'ustekinumab. C'est pour ça qu'il l'a utilisé en première intention. Donc c'est parce qu'il est disponible. Mais je pense que l'AMM qu'il faut retenir, c'est les malades qui sont en échec des biothérapies classiques. Dernière question, si vous voulez, concernant, plutôt c'est pas une question, c'est une remarque, moi je suis un fervent défenseur du TDM. C'est-à-dire que le passage d'une molécule à l'autre, de l'anti-TNF1, anti-TNF2, anti-intégrine, il doit être régi par le dosage pharmacologique. On ne peut pas passer d'un médicament à l'autre sur un coup de tête ou bien une décision du staff. Il faut absolument, maintenant les mutuelles, toutes les mutuelles exigent qu'il y ait des dosages pharmacologiques avant de donner l'accord vers un deuxième traitement.